Deux jeunes filles marchaient prudemment le long des rails rouillés de Pine Hollow, un ancien village minier oublié du comté de Baxter. Leur but était simple, trouver assez de morceaux de ferraille pour ramener quelques dollars, de quoi aider leur mère à passer l'hiver. Mais ce jour-là, ce n'est pas du cuivre qu'elles allaient déterrer. Rusty, leur fidèle berger allemand au pelage charbonné et à la patte arrière boiteuse, s'arrêta net. Sa tête s'abaissa, ses oreilles se figèrent vers l'avant. Une odeur, un signal, quelque chose d'anormal dans l'air glacé du matin. Puis, un grondement sourd au loin, le roulement d'un train. Et au milieu de ce bruit mécanique, un son étouffé, presque humain. Ce qu'elles allaient découvrir sur les rails ce jour-là n'était pas seulement un homme, c'était une vie suspendue à quelques secondes de la fin. Une vérité enfouie sous des années de silence et de poussière. Et ce qui suivit ne fut pas seulement un sauvetage. Ce fut la première fissure dans le mur d'indifférence qui couvrait cette vallée depuis trop longtemps. Une histoire de sœurs, de secrets et du miracle que représente le simple fait d'être enfin vu. Avant qu'on commence, demande-toi une chose. Connais-tu quelqu'un qui marcherait droit dans le danger aux côtés de son chien? Quelqu'un qui ne reculerait pas, même quand tout semble perdu? Si c'est le cas, pense à eux. Et si tu crois, toi aussi, que même les plus petites voix méritent d'être entendues, alors abonne-toi. Car l'histoire que tu vas entendre pourrait bien te rappeler une chose essentielle. Parfois, les anges ont quatre pattes et un regard qui voit tout. Ce matin-là, l'air portait la morsure sèche d'un mois d'octobre avancé. Un froid craquant, acide, qui s'infiltrait sous les manches en denim et faisait gercer les lèvres. Le soleil, pâle et timide, tentait de percer à travers les nuages, projetant une lumière jaune fanée sur les collines délaissées de Virginie de l'Ouest. Pine Hollow, jadis bourdonnante de l'activité minière, s'étalait désormais en silence, effilochée sur les bords comme une vieille couverture. Les silos rouillés gémissaient sous les bourrasques et les trains de fret traversaient la vallée sans plus jamais s'arrêter. June et Marley Lawson, des jumelles de 11 ans à peine, avançaient en silence sur les rails tordus qui serpentent la lisière de la forêt. Leurs visages, bien que semblables, trahissaient des expressions différentes. Elles avaient ce teint tanné et ces traits affinés qu'on retrouve chez les enfants élevés à l'air libre, plus souvent sous les nuages que sous un toit d'école. June, l'aînée de quelques minutes, était la plus calme. Elle portait une parka verte trop grande, un bonnet de laine olive qui dissimulait deux tresses impeccables. Elle observait tout avec une intensité tranquille. Marley, elle, ne restait jamais en place. Plus grande d'1 centimètre, plus vive d'un battement de cœur, elle triturait sans cesse des bouchons de bouteilles, des bouts de fil, des morceaux de métal qu'elle ramassait ça et là. Ses tresses étaient défaites aux 3/4, relâchées par le mouvement constant. Rusty, leur chien, marchait un peu devant elle. Âgé de 6 ans, c'était un berger allemand à la carrure robuste, au poil épais, assombri par la poussière et les années. Sa patte arrière gauche traînait légèrement, souvenir d'une blessure jamais soignée faute d'argent. Mais son nez, lui, n'avait rien perdu. Il flairait le vent avec constance. Rusty avait été le chien de feu leur grand-mère Alma. Depuis que la maladie l'avait emporté, les filles s'étaient retrouvées seules avec leur mère et Rusty s'était mué en gardien, protecteur, confident silencieux. À quelques kilomètres de là, la petite maison des Lawson commençait à s'éveiller. Un ancien logement de mineurs, à 2 pièces à peine, rafistolé au fil des ans. Leur mère, Cora Lawson, était assise près de la fenêtre, un plaid sur les genoux, le dos courbé par l'effort de simplement rester droite. Elle n'avait pas 40 ans, mais les années, la douleur et les manques avaient creusé en elle bien plus qu'il n'aurait fallu. Ses cheveux noirs, autrefois denses, s'éclaircissaient aux tempes. Elle portait un vieux gilet tricoté et des mitaines trouées. Dans ses mains tremblantes, un morceau de tissu, une aiguille, un fil. Broder n'apportait pas grand-chose, mais cela rapportait un peu. Et surtout, cela gardait les mains occupées entre 2 quintes de toux sèches qui lui coupaient la respiration. De retour sur les rails, June se baissa soudainement. Sous un tas de feuilles mortes, elle venait d'apercevoir un morceau de tuyau en cuivre. Un bon jour, ça. Peut-être 50 cents à la casse. Marley fit volte-face pour l'aider, mais Rusty, lui, s'arrêta net. Une patte levée, le museau frémissant. Il émit un gémissement bas, puis bondit en avant. Ses oreilles restaient plaquées, son corps tendu. « Qu'est-ce qu'il fait ?» lança Marley déjà en train de courir. June la suivit sans réfléchir. Elle laissa tomber le tuyau. Elles coururent, 100 mètres peut-être. Le chemin courbait autour d'une petite butte. Et là, entre les rails, allongé, ficelé, le visage masqué, gisait un homme.
les mains et les pieds attachés, un tissu noir autour de la bouche et des yeux, la tête pendante. « Oh bon sang !» s'écria Marley. Rusty aboya, une fois, puis encore, plus fort. Il tournait autour du corps sans le toucher, mais en alerte. June cria « Ne reste pas planté là, aide-moi !» Elles foncèrent, leurs genoux fléchissaient sur le gravier. L'homme était grand, costaud sous ses habits couverts de terre et de sang. Une chemise brune, une insigne, à peine visible sous la boue. Un adjoint du comté. Marley s'acharna sur les nœuds, tandis que June arrachait le bâillon. L'homme grogna. Une plainte rauque, douloureuse. Son visage était taillé à la serpe, encore jeune, mais tuméfié. Dépassant à peine la trentaine. On devinait quelqu'un d'autre autrefois, quelqu'un de droit. Maintenant, il n'était qu'une carcasse abîmée. Rusty aboya de nouveau, regardant l'horizon. « Les rails !» marmonna Marley. « Ils vibrent !»« June, le train arrive !» June ne répondit pas. Elle tirait, ses doigts écorchés sur les cordes en nylon. « Tire ses jambes !» cria-t-elle. Marley tira. L'homme gémit, mais ne résista pas. Le train hurla au loin. Un son grave, grondant, impitoyable. « Rusty, aide !» cria June, agrippant l'un des bras de l'homme. Le chien bondit, attrapa le col de la veste du blessé et commença à tirer. Pas avec violence, avec volonté. June et Marley tirèrent à leur tour, une traction désespérée, les bottes glissant sur les graviers, les bras hurlant. Le train n'était plus qu'à quelques secondes. Ils franchirent un rail, puis le deuxième, et le vacarme arriva. Un cri d'acier, et de vent. Le train passa dans une explosion de métal et de bruit, secouant la terre. Les filles les tombèrent sur le côté, haletantes, tremblantes. L'homme cligna des yeux, puis encore, il balbutia. « Quoi ? Où ?» June se pencha vers lui. « Vous êtes en sécurité. On vous a sorti de là. » Marley, les mains en sang à force de tirer les cordes, regarda Rusty. « T'as sauvé sa vie, mon grand. » Rusty lécha doucement son poignet, puis s'allongea à côté de l'homme, haletant mais calme. Lorsque l'adjoint Carter Blake rouvrit les yeux, il était allongé dans une pièce baignée d'une lumière dorée et poussiéreuse. L'odeur âcre de désinfectant et selbe plus douce, du bois ancien flottait autour de lui. Le plafond fissuré au-dessus grinçait légèrement sous le souffle irrégulier d'un vieux ventilateur. Pendant quelques secondes, il ne sut ni où il était, ni pourquoi ses côtes le faisaient souffrir, comme si un feu y avait pris racine. Il tenta de bouger, mais un éclair de douleur lui arracha une grimace, suivi d'un rire sec presque moqueur, comme s'il avait du mal à croire lui-même qu'il respirait encore. « Je suis encore vivant, hein ?» murmura-t-il dans un souffle cassé. Une silhouette féminine apparut dans l'embrasure de la porte. Une infirmière, grande, élancée, au regard franc. Elle s'appelait Lena Holloway. Peau sombre, cheveux noués sous une charlotte verte, regard à la fois vigilant et doux. Elle avait une présence directe, solide, comme ceux qui ont vu des choses qu'on ne raconte pas. Lena avait passé 2 ans avec une ONG au Honduras, dans des cliniques de fortune. Ça se sentait dans sa façon d'évaluer, de mesurer, de soigner sans s'émouvoir ni ralentir. « Vous avez eu de la chance », dit-elle d'un ton égal en posant son stéthoscope sur la table. « Quelques minutes de plus et on vous ramenait dans un sac noir, pas sur un brancard. » Carter cligna des yeux lentement. Il eut du mal à articuler. « Les filles et le chien ?»« En vie », répondit Lena en ajustant sa perfusion. « Elles sont venues s'assurer que vous respiriez, mais on n'a pas pu les laisser rester. Elles ont leur propre combat à mener, vous savez, celui de survivre à la fin du mois. » Il tenta de se redresser, mais son flanc protesta violemment. « Je dois les voir, les remercier. » Lena haussa un sourcil mais ne répondit pas. À la place, elle lui tendit un morceau de papier plié. « L'aîné m'a donné ça pour vous. » Elle a dit « Si jamais il se réveille, donnez-lui ça. » D'une main tremblante, Carter déplia le papier. L'écriture était maladroite, serrée, écrite au crayon. On ne savait pas quoi faire d'autre. Désolé pour votre tête. June and Marley. PS. Rusty vous dit bonjour. Un sourire lent se dessina sur ses lèvres, fatigué, reconnaissant, humain. Plus tard, dans l'après-midi, Carter Blake, avec les côtes bandées et le bras en écharpe, emprunta le vieux pick-up du centre de soins du comté pour se rendre chez les Lawson. Les routes serpentines de Pine Hollow lui semblaient plus nues qu'avant. L'automne avait creusé plus profondément depuis sa dernière patrouille. Les arbres affichaient leur dernier feu, rouille, ambre, brun foncé. Leurs feuilles mortes se tassaient sur les bas-côtés comme des murmures froissés. Il suivit les indications griffonnées par Lena sur le dos d'un reçu de pharmacie, zigzagant entre des clôtures tordues, des boîtes aux lettres cabossées et des portails à moitié tombés.
La maison des Lawson, perchée tout au bout d'un sentier boueux, paraissait à moitié avalée par les bois. Le toit de tôle rouillé penchait d'un côté, les planches du porche gondolaient, le jardin, autrefois carré, avait été envahi par les ronces. Un cabanon à outils tenait debout par miracle. Il frappa à la porte. Une voix d'enfant se fit entendre, étouffée. « Attendez !» Puis le loquet grinça. June ouvrit la porte, le visage éclairé par la lumière du dehors. Un œil à moitié plissé par la lumière, l'autre fixé sur lui, prudent. « C'est vous ?» dit-elle. « Adjoint Carter Blake », acquiesça-t-il doucement. « Je vous dois bien plus qu'un merci. » June s'écarta sans expression. « Entrez, avant que maman vous voie sur le pas de la porte et pense que vous êtes venu réclamer une facture. » À l'intérieur, tout était sombre mais propre. Des chaises dépareillées, une table couverte d'une toile cirée déchirée, une cheminée remplie de cendres épaisses. Sur le mur du fond, dans un vieux fauteuil à bascule, se tenait une femme dont l'allure affaiblie ne laissait aucun doute sur sa condition. Cora Lawson. La quarantaine, silhouette amaigrie par les années de maladie, peau pâle, pommettes saillantes. Ses cheveux bruns foncés tirés en chignon désordonné, une mèche grise filant le long de sa tempe. Une couverture posée sur ses genoux, un tambour à broder dans ses mains. Elle leva les yeux, lentement. Malgré la fatigue, ses pupilles étaient nettes, encore vives. « C'est vous que mes filles ont ramassé entre deux rails », lança-t-elle d'une voix éraillée. « Oui, madame. Et je suis en vie grâce à elle. » Dans l'ombre, Marley émergea du couloir, mi-caché derrière un rideau. Ses yeux brillèrent d'un éclat malicieux. « Vous ressemblez moins à un fantôme qu'hier, et je me sens moins mort, » répondit-il, sourire au coin des lèvres. Rusty entra dans la pièce sans bruit et se posta aux côtés de Carter. Il leva la tête, s'assit d'un mouvement tranquille, la queue battant doucement le sol. L'adjoint s'accroupit lentement, grimaçant et caressa l'arrière de ses oreilles. « On se retrouve, mon vieux. Le héros du jour, hein ?» Cora posa son ouvrage sur ses genoux. « On ne s'attendait pas à une visite, monsieur Blake. » Il hésita un instant. « Je ne viens pas les mains vides. » Il retourna vers la porte, souleva un sac en papier brun. « Des provisions, des conserves, de la soupe, un peu de fruits secs, des pansements, et un bon pour un examen au dispensaire de Southridge. Pour vous. » Cora se raidit. « On n'a pas demandé la charité. »« Ce n'est pas de la charité, madame, c'est un remboursement. Et je ne vous rends même pas la moitié de ce que je dois. » Elle le fixa longuement, puis ses épaules s'affaissèrent juste un peu. « Alors vous resterez dîner. J'ai des pommes de terre et quelques œufs. Ce soir-là, autour d'un repas simple mais chaud, œufs durs, pommes de terre poêlées à l'oignon, était clair, Carter écouta plus d'histoire qu'en 5 ans de patrouille. Comment Marley était tombé de l'ancienne tour d'eau en poursuivant un bouchon rouillé. Comment June avait dressé une carte complète de toutes les bennes du coin pour ne rien rater de ce qui pouvait se revendre. Comment Rusty était né sous le lit de leur grand-mère, un hiver où le fioul avait gelé dans les canalisations. Pendant que les filles débarrassaient, Carter se pencha vers Cora, la voix basse. « Ce qu'elles ont fait, ce n'était pas seulement courageux, c'était juste, et je ne peux pas faire semblant. Il faut que je comprenne pourquoi. » Elle hocha la tête, déjà consciente de la suite. « Quelqu'un voulait votre mort. »« Oui. J'ai vu le pire, madame, mais ça, ce n'était pas du vol, ce n'était pas une vengeance, c'était une exécution. Il voulait que je disparaisse, et vite. » Il baissa la voix encore plus. « Je vais transmettre tout ça au bureau fédéral. Je pense que c'est lié aux filles de portée disparues dans les comtés voisins. » Cora tourna la tête vers le couloir où Marley aidait June à plier une serviette. « Faites ce que vous avez à faire, mais ne ramenez pas cette guerre à notre porte, je vous le promets. » Cette nuit-là, alors que le silence s'installait dans la petite maison branlante des Lawson, Marley s'était installé sous la fenêtre de leur chambre, blotti dans sa couverture fine, le front posé contre le bois froid. Dehors, le givre commençait à se former au coin du carreau, dessinant des filaments fragiles comme de minuscules racines. Dans ses mains, elle tenait son journal, une simple liasse de feuilles cousues à la ficelle et un crayon taillé à la lame. Sur la tranche du bois de la fenêtre, elle frotta doucement la mine, puis elle écrivit en appuyant fort, comme pour s'assurer que les mots resteraient. Il est revenu aujourd'hui. Il ne ressemblait ni à un héros, ni à un fantôme, juste à un homme qui ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'en soucie. Dans la chambre d'à côté, June était assise au pied du lit de leur mère, un tambour à broder posé sur ses genoux. Les aiguilles étaient émoussées, le fil effiloché, mais ses gestes étaient précis. Elle tirait lentement l'aiguille à travers le tissu, formant peu à peu une silhouette, un chien dressé entre deux fillettes qui se tenaient la main. Elle ne disait rien,
Mais un léger sourire éclairait ses lèvres, celui de ceux qui ont enfin une histoire à raconter. Les jours passèrent. Le vent sur les rails devint plus tranchant. Novembre avançait comme un avertissement, grinçant entre les planches, s'insinuant sous les vêtements, se posant sur les épaules comme un poids qu'on ne pouvait pas retirer. Pin Hollow s'enfonçait dans son sommeil d'hiver, entre rouille, silence et souvenirs qui s'effaçaient. Les arbres s'étaient dénudés, leurs branches craquant sous le moindre souffle, et les oiseaux n'étaient plus qu'un écho lointain. Tout semblait suspendu, comme si la vallée retenait sa respiration. Un matin, Marley s'agenouilla près d'un ancien poteau de signalisation, là où les rails bifurquaient vers une zone laissée à l'abandon. Ses gants mités fouillaient un tas de clous rouillés et de verres brisés. June scrutait les alentours, à quelques mètres de là, son regard glissant sur le gravier humide, pendant que Rusty avançait lentement derrière elle, le museau frôlant le sol. Elle n'attendait pas grand-chose de cette partie de la voie. Plus aucun train n'y passait depuis des années, mais ce matin-là, leur mère n'avait pas pu se lever. Son souffle était court, ses yeux vitreux, et elle savait qu'il leur fallait trouver quelque chose, n'importe quoi. L'urgence creuse toujours de nouveaux chemins. Sous la main de Marley, ce qu'elle découvrit n'était pas une pièce de métal, mais une boîte en bois sombre, de la taille d'un petit coffre à outils. Elle avait des coins renforcés de laiton, une serrure rouillée et une odeur tenace d'huile et de terre. La boîte semblait aussi vieille que les rails eux-mêmes. Elle la retourna dans ses mains. « Tu crois que ça vaut quelque chose ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. June s'approcha, observa la surface. Trop abîmée pour valoir grand-chose, mais si quelqu'un l'a laissée ici, c'est pas par hasard. « Exactement, » répondit Marley. « Alors on l'emporte. » Elles glissèrent la boîte dans leur vieux sac en toile, celui qu'elles utilisaient pour les canettes et les câbles, et rentrèrent à la maison. Ce n'est que le soir venu que la boîte révéla son secret. Carter Blake était passé avec quelques provisions, du lait en conserve, une lampe de poche de secours et des pansements, offerts par la clinique. En entrant, il repéra l'objet à côté du manteau de Marley, à moitié dissimulé sous une couverture. Son regard s'y attarda immédiatement. « Où vous avez trouvé ça ?» demanda-t-il, s'approchant à pas lents. Marley haussa les épaules, mâchonnant l'ongle de son pouce. À l'embranchement, près de l'ancien panneau, c'était enterré à moitié. Carter s'accroupit, ses doigts effleurant le couvercle. Un symbole à peine visible était gravé dans le bois, une pioche croisée avec une flamme. Il ferma les yeux un instant, puis soupira. « Redstone Mining Company ». June fronça les sourcils. « C'est pas l'entreprise qui a fermé il y a 20 ans ? Si. Après une enquête fédérale, travail forcé, détention illégale, tout a été classé. Et ça, ce logo, il n'était pas sur les documents publics. C'était un marquage interne. » Dans le fauteuil, Cora, à moitié endormie, entr'ouvrit les yeux. « Cette boîte me fiche la chair de poule. » À l'intérieur, sous des lambeaux de papier moisi et un tissu imbibé d'une vieille huile mécanique, se trouvait un parchemin replié. Carter l'ouvrit lentement, dépliant chaque coin avec soin. C'était une carte, dessinée à la main, des tunnels, des flèches, des annotations à moitié effacées, et un symbole répété encore et encore, un triangle dans un cercle, tracé à l'encre rouge. Marley se pencha par-dessus son épaule. « C'est quoi ce symbole ? Je l'ignore, mais je vais le découvrir. » Le lendemain matin, Carter prit la route vers Charleston. Il avait un contact au bureau des enquêtes de l'État. Avant de partir, il tendit à Cora un bout de papier avec un numéro de téléphone griffonné dessus. « Si quelqu'un de louche passe, vous appelez ici. » Puis il s'accroupit devant les filles. « Écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous demande où vous avez trouvé cette boîte, vous ne savez rien, vous n'avez jamais rien vu ? Compris ?» Les deux sœurs hochèrent la tête, sérieuses. Pendant son absence, Marley se rendit à l'école, le cœur un peu plus lourd que d'habitude. Dans son sac à dos, coincé entre ses cahiers cornés et un sandwich au beurre de cacahuète, elle avait glissé un feuillet imprimé par leur enseignante. Une collection de photos noires et blancs distribuées à l'occasion de la semaine de sensibilisation aux enfants disparus. C'est Madame Callahan, la bibliothécaire, qui les avait remis. Une femme discrète, cheveux auburn relevés en chignon lâche, lunettes rondes toujours prêtes à glisser de son nez. Elle parlait doucement, mais quand elle le faisait, on écoutait. Parce qu'elle traitait les enfants comme s'ils étaient déjà des êtres entiers, et pas juste des élèves à surveiller. Une photo retenait l'attention de Marley plus que les autres. Une adolescente d'environ 17 ans. Cheveux longs et emmêlés, regard profond, sourire en coin, mi-défense, mi-douleur. Le nom écrit en bas, Ruby Lawson, même nom qu'elle. Mais ici, c'était courant. Des Lawson, il y en avait des dizaines. Pourtant,
Quelque chose dans les yeux de cette fille dérangeait Marley, comme un miroir déformé. Ce soir-là, après le dîner, Marley attendit que la maison se soit assoupie. June lisait à voix basse à leur mère un vieux roman plié en deux dans ses mains fines. Rusty dormait roulé en boule près de la cheminée, respirant lentement, les oreilles encore à l'écoute malgré le sommeil. Dans la pénombre, Marley glissa hors de la chambre et se faufila jusqu'au placard du couloir, là où, sous une latte disjointe du plancher, leur mère avait toujours gardé sa vieille boîte à biscuits en métal. Elle la souleva avec précaution, la déposa sur le lit et l'ouvrit avec la lame émoussée d'un couteau à beurre. Dedans, des reçus fanés, un mouchoir brodé, 2 boucles d'oreilles sans paire, et tout au fond, une lettre repliée plusieurs fois, accompagnée d'une photo presque effacée. La lettre n'avait jamais été envoyée, l'encre était tremblante, les mots pesaient lourd, même sur le papier jauni. Marley la lut à voix haute, à peine un murmure. « Cher Ruby, je sais qu'on dit que c'est stupide d'écrire à quelqu'un qui ne répondra pas, mais j'en ai besoin. Tes petites sœurs posent parfois des questions, pas à voix haute, plutôt dans le silence, dans leur regard. Je leur dis que tu aimais les choses brillantes, que tu faisais mes tresses mieux que moi les tiennes. Je me souviens encore de ta manie de fredonner quand tu pensais que personne ne t'entendait. J'espère, où que tu sois, que tu fredonnes encore. » Marley sentit sa gorge se serrer. Elle déplia la photo. Une petite fille d'environ 7 ans, dans une robe trop large, souriait en serrant une femme contre elle. Les traits étaient évidents maintenant. Ruby, bien plus jeune, la femme c'était leur mère, plus jeune, moins éteinte, avant les douleurs, avant les hivers sans chauffage. Marley replaça tout dans la boîte, referma, remit le couvercle avec une lenteur presque rituelle. Elle n'en parla pas à June, pas encore. Il y avait des souvenirs qu'on garde sous silence, le temps que le cœur accepte de les entendre à nouveau. Pendant ce temps, Carter revint de Charleston avec les traits tirés et le regard durci. Au bureau fédéral, son contact avait reconnu le symbole tracé sur la carte retrouvée dans la boîte. C'était un ancien marqueur de transfert utilisé lors d'opérations clandestines liées à la traite de personnes non identifiées. Des lieux temporaires, dissimulés, souvent oubliés. Le site repéré correspondait à une ancienne entrée de mine, officiellement condamnée mais jamais réellement détruite. Ce soir-là, Carter se posta devant la maison des Lawson. À travers la fenêtre, il aperçut les filles en train d'éplucher des pommes de terre sous la lampe de la cuisine. Rusty était couché sous le porche, la tête sur ses pattes. Carter savait ce qu'il devait faire. Il devait retourner à cette mine, pas seul, pas cette fois. Il lui faudrait une autorisation, une équipe, un mandat. Mais avant cela, il devait lever un autre doute. Il devait savoir si la fille sur cette photo, Ruby Lawson, était plus qu'un nom sur une affiche de disparu. Il devait savoir si, dans cette vallée rongée par le silence, il restait encore des traces d'elle. Le froid s'intensifiait. L'hiver mordait désormais à travers les manteaux. Les vitres pleuraient de condensation. Le vent s'engouffrait sous les portes, glissait le long des murs. Même les silences avaient changé. Ils étaient devenus plus lourds, plus épais, comme si la vallée elle-même sentait qu'un secret se préparait à ressurgir. Carter ne perdit pas de temps. 3 jours plus tard, il était de retour devant l'entrée effondrée du vieux puits de la Redstone Mining Company. Pour un œil distrait, ce n'était qu'un tas de planches clouées de travers sur un flanc de colline. La nature avait déjà commencé à tout recouvrir, les herbes folles grimpant les bords, les ronces reprenant leur dû. Mais Carter n'était pas un œil distrait. Il avait vu trop de choses pour croire aux apparences. À ses côtés, une équipe d'agents spéciaux en combinaison noire se préparait. À leur tête, l'agent fédéral Amanda Whitaker. 40 ans, peau sombre, regard fixe, mâchoire carrée et silence tranchant comme une lame. Elle portait une veste tactique doublée, ses cheveux nattés ramenés sous une casquette. Sa voix, posée, commandait l'écoute sans jamais élever le ton. « Votre rapport dit que la structure est instable », dit-elle en inspectant l'entrée. « C'est exact », répondit Carter. « Mais il y a un autre accès, mon chien l'a trouvé. Il y a 2 jours. » Rusty s'avança. 8 ans, pelage poivre et sel autour du museau, mais la même vigilance. Carter s'agenouilla, toucha légèrement son collier et chuchota « Cherche ». Le chien renifla, oreille droite, corps tendu. Il s'éloigna sur la gauche vers un monticule rocheux. Il tourna autour, puis s'arrêta net, aboyant une fois, sec, précis. Sous les feuillages, une grille métallique rouillée avait été forcée. L'ouverture était récente. L'air qui en sortait avait une odeur de métal, de moisissure, et quelque chose d'autre de plus profond, quelque chose de mauvais. Amanda s'approcha, les sourcils froncés.
Vous lui faites confiance pour trouver une entrée? Je lui confie ma vie. » Ils allumèrent les lampes. Le tunnel s'enfonçait sous terre, raide, courbé, invisible au bout. L'humidité y formait des flaques sur la pierre. Les agents descendirent un à un, armes basses, respiration contrôlée. Au bout de 50 mètres, un virage. Puis un couloir qui semblait avoir été renforcé récemment. Trop récemment. « Ce n'est pas un site d'accident », murmura Carter. « Quelqu'un utilise encore cet endroit. » Amanda activa son radio. Sa voix était tranchante. « On veut tout. Drones thermiques, détecteurs, silencieux, armés. On entre sans bruit. Pas de tir sauf nécessité. On ignore ce qu'il y a derrière ce mur. » Carter resta derrière quelques secondes, le regard fixé sur les marques au sol, les empreintes dans la boue sèche. Il posa la main sur l'épaule de Rusty. « On y retourne, mon vieux. Et cette fois, on ne laissera personne derrière. » Le groupe progressa lentement dans le tunnel secondaire, les bottes humides, crissant sur le gravier et la boue. L'air était de plus en plus vicié à mesure qu'ils avançaient. Rusty ouvrait la marche, le museau tendu, flairant sans relâche. À un moment, la galerie se divisa en deux. L'un des passages remontait légèrement vers un amas de roches effondrées, l'autre descendait brusquement, disparaissant dans un coude sinistre. Un bruit ténu, presque imperceptible, vibrait à travers la pierre. Pas un moteur, plutôt un sifflement, comme celui d'un transformateur électrique ou d'un petit générateur dissimulé derrière un mur. Carter leva le poing, ordonnant un arrêt. Il s'agenouilla, tendit l'oreille, sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Amanda s'approcha, arme baissée mais prête. « Un système électrique », murmura-t-il. « Mais pas industriel. Trop discret. On est peut-être juste à côté de leur point d'observation. » Whittaker acquiesça. Elle désigna le mur, parlait à peine plus fort qu'un souffle. « On ne recule pas. On entre maintenant. » L'équipe se remit en mouvement. Au fond du tunnel, une porte métallique avait été encastrée dans la paroi. Neuve, solide, une serrure électronique installée sur des gonds rouillés datant d'un autre siècle. Au-dessus, une minuscule caméra oscillait puis se figea brusquement. Un agent, plus loin, venait d'activer un brouilleur. L'œil électronique venait d'être aveuglé. Amanda fit un signe. Une technicienne s'approcha, petite, nerveuse, cheveux platines coupés courts, doigts égantés tremblants d'excitation contenue. Elle s'appelait Calidon. En 1 minute, elle posa un dispositif magnétique sur la serrure, y glissa une série de broches, relia le tout à un boîtier portatif. Quelques étincelles, un bip, un déclic étouffé, la porte s'ouvrit lentement, dans un souffle d'air renfermé. Ils entrèrent en file indienne, Rusty en tête, suivi de Carter, Amanda, puis les autres. À l'intérieur, le silence était presque sacré. Le couloir s'élargissait, puis formait une sorte de pièce centrale, à peine éclairée par une ampoule qui clignotait au plafond. 3 formes étaient recroquevillées au sol, drapées de couvertures sales, le dos contre le mur. 2 sursautèrent, la 3e leva la tête. Elle avait le visage ravagé par la fatigue, les cernes noires comme l'encre, une coupure fraîche à la lèvre et un bleu sous l'œil. Mais ses yeux étaient fixes, vivants, presque défiants. Elle se redressa légèrement, les bras devant elle comme pour protéger les 2 autres. « Touchez-les pas », dit-elle d'une voix rauque, « c'est moi que vous cherchez. » Amanda fit un pas. Elle parla doucement, sans arme à la main, les paumes ouvertes. « On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous ramener chez vous. » Le regard de la fille sauta d'un visage à l'autre. Puis elle aperçut Rusty. Le chien avait avancé d'un pas, la tête penchée. Elle le regarda longuement, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle doutait encore de sa propre perception. « C'est réel ?» murmura-t-elle. « J'ai déjà rêvé de ça, plusieurs fois. » Carter s'avança doucement. Il posa un genou au sol. « Comment tu t'appelles » Elle hésita. Sa voix était brisée, mais claire. « Ruby Lawson, mais ils m'ont fait m'appeler Sarah pendant des années. » Derrière elle, les 2 autres filles, plus jeunes, peut-être 13 ans, se mirent à pleurer. « Aidez-les d'abord » dit Ruby en les repoussant doucement vers l'avant. Elles ont été les dernières à arriver. Elles sont plus faibles. L'équipe médicale entra sans attendre. Couverture thermique, lampe, tensiomètre. Elles furent rapidement prises en charge. Ruby ne bougea pas, tant qu'elles ne furent pas debout, soutenues par 2 infirmiers. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle accepta de se lever. Ses jambes tremblaient, ses bras pendaient, mais elle marcha. Rusty s'approcha, posa sa truffe contre sa cuisse. Elle sursauta, puis tendit la main avec une lenteur infinie. Elle caressa derrière ses oreilles. Le chien ferma les yeux. « Il est à vous » demanda-t-elle. « Non » répondit Carter. « Il n'appartient à personne.
Mais il choisit toujours où il doit être. Un cri étouffé surgit à l'extérieur. Un agent posté près de la surface cria dans la radio « Mouvement repéré vers la crête !» Amanda se retourna, déjà en train de courir. Dehors, un vieux pick-up bâché attendait, à moitié enfoncé dans la terre gelée. Le moteur venait d'être démarré. L'homme derrière le volant n'était autre que Caleb Dorn, ancien shérif du comté de Baxter, celui que Carter avait autrefois dénoncé pour abus de pouvoir, usage de fonds publics à des fins personnelles et intimidation de témoins mineurs. Il avait disparu depuis 5 ans. Il était là, et il fuyait. Il n'eut pas le temps. 2 agents surgirent. Caleb tenta une manœuvre, enclencha la marche arrière, mais la terre était gelée, les pneus patinaient. Il fut extirpé de la cabine en moins de 10 secondes, plaqué au sol. Il hurla, se débattit. Son visage était bouffi, ses cheveux grisonnants, ses yeux injectés de haine. Amanda s'agenouilla près de lui. Dans sa veste, un téléphone encore chaud, 3 cartes SIM, un carnet noir rempli de noms codés et une clé USB. Carter observa la scène, muet. Il n'avait pas besoin de demander ce qu'il contenait. Il savait. Pire encore, il comprenait l'ampleur. « J'aurais dû t'enterrer plus profondément », cracha Caleb, la lèvre fendue. Et pourtant, répondit Carter avec un calme glacial, « Regarde où t'as fini. Tes secrets ne seront pas enterrés avec toi. » Ce soir-là, dans la petite maison des Lawson, le silence était étrange. Ni lourd, ni pesant, mais comme suspendu. Marley était assise à la fenêtre tenant dans ses mains le carré de tissu qu'elle avait brodé. 3 fleurs, et à présent, une 4e, nouvelle, en forme de chien. June était assise au sol contre le flanc de Rusty, qui dormait paisiblement. Elle murmurait sans faire de son, juste un mouvement des lèvres. Des mots qu'elle n'avait jamais dits à haute voix. Puis on frappa à la porte. Une lumière de voiture passa sur les murs. Cora se leva lentement. Elle ouvrit. Ruby entra. Elle ne ressemblait pas à une sœur, pas encore. Son visage était creusé, ses joues maigres, ses vêtements trop larges. Mais dans ses yeux, il y avait cette même lumière que dans ceux des jumelles. Cora porta la main à sa bouche, sa respiration s'arrêta. « C'est toi », murmura-t-elle, « c'est vraiment toi ». Ruby hocha la tête. « Je ne savais pas si je vous reverrais un jour ». Marley s'avança, lentement, sans mots. Elle tendit le morceau de tissu brodé. Ruby le prit, ses doigts tremblaient. Puis elle tomba à genoux, étreignant Marley. Les larmes mouillèrent la chemise de la petite fille. « J'ai attendu si longtemps qu'on me rappelle », dit-elle dans un souffle. « On t'a jamais oublié », répondit Marley. Le palais de justice du comté de Baxter n'avait pas vu autant de monde depuis des décennies. L'hiver accrochait encore ses griffes autour de la ville, déposant une couche de givre sur les bancs du square et des flocons pâles sur les toits plats. À l'intérieur, la chaleur humaine rendait l'atmosphère presque étouffante, mais personne ne se plaignait. Ce jour-là, la justice allait parler, et tout le monde voulait être là pour l'entendre. Dans le box des accusés, Caleb Dorn se tenait menotté, les poignets joints devant lui, l'expression figée. Il avait maigri. Son visage portait encore les marques de sa fuite avortée. Plus de blason, plus de revolver à la ceinture. Juste un regard vide, dépossédé de son autorité passée. Devant lui, la juge Lauren McKinley, une femme à la chevelure argentée et aux lunettes sévères, lissait son manteau noir sur ses genoux. Elle était connue pour son calme glacial, mais ce matin-là, chaque mot qu'elle prononçait portait le poids des années d'ombre que la ville avait traversées. Pour vos crimes de trafic d'êtres humains, enlèvement aggravé, obstruction à la justice, détournement de fonds publics et conspiration sur fonction officielle, cette cour vous condamne à 45 années de réclusion dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pas un mot ne franchit les lèvres de Caleb. Il fixa un poing vide au-dessus de la tête de la juge, comme s'il refusait de reconnaître que tout était fini. Mais c'était fini. Plus de couloirs souterrains, plus de téléphones brûlés, plus de silence acheté. Sur les bancs du premier rang, Ruby était assise, la main posée doucement sur l'avant-bras de sa mère. Cora avait repris quelques couleurs. Elle s'alimentait, dormait mieux. Sa maigreur s'était atténuée, et dans ses yeux, il y avait de nouveau de la clarté. Ruby, elle, portait encore les stigmates du cauchemar. Mais elle tenait debout, digne, les épaules droites, comme si la fille qu'elle avait été se reconstruisait lentement, planche après planche. Carter Blake, assis juste derrière elle, observait la salle. Il ne se réjouissait pas. Il ne cherchait pas de triomphe. Il savait que la justice ne réparait pas les traumatismes. Elle ne faisait que tracer une ligne. Mais parfois, c'était assez pour permettre aux gens de recommencer.
À la sortie du tribunal, un attroupement s'était formé, non pas autour des journalistes ou des agents fédéraux, mais autour d'un chien, Rusty, le berger allemand à la démarche encore boiteuse, assis fièrement sur les marches. Il portait un collier en velours foncé et sur sa poitrine pendait une médaille argentée gravée à la main. Le maire de Pine Hollow, un homme discret et un peu empâté nommé Gregory Nash, s'adressa à la foule en lisant lentement, d'une voix émue. Pour son courage exceptionnel, sa loyauté indéfectible et son rôle déterminant dans la survie de 3 enfants disparus, nous remettons aujourd'hui cette médaille d'honneur à Rusty, chien de cœur, compagnon de vérité. Les applaudissements éclatèrent, pas des hurrahs exubérants, mais des claps sincères, des regards embués. Un vétéran s'essuya les yeux. Une fillette serra la main de sa mère plus fort. June, emmitouflée dans son écharpe rouge aux petites étoiles, applaudit la plus fort. Marley, à côté d'elle, chuchota. On devrait lui préparer ses biscuits préférés ce soir. Ruby se pencha vers Rusty, s'accroupit et le regarda dans les yeux. « Tu ne m'as pas juste sauvé, tu m'as rappelé comment ne pas avoir peur. » Plus tard dans l'après-midi, Ruby marchait calmement dans les couloirs du centre communautaire. Le bâtiment avait été repeint récemment. L'odeur du plâtre séché se mêlait à celle de la camomille. Les murs affichaient des dessins d'enfants, des pancartes d'accueil, des phrases tracées à la main. « Vous êtes en sécurité ici. Ce n'était pas votre faute. » Ruby passait ses doigts sur les cadres sans s'arrêter. Ce centre, longtemps abandonné, avait été rénové après les événements. Le bureau du shérif déchu avait été reconverti en bureau de soutien social. Ruby avait demandé à s'y investir, pas pour faire joli, mais parce qu'elle savait ce que signifiait s'asseoir dans un couloir en silence, en attendant que quelqu'un croie enfin à ce qu'on avait vécu. La directrice du centre, Carla Bowman, était une femme dans la cinquantaine, la peau brune, les cheveux courts et crépus, la voix râpeuse d'ancienne fumeuse, adoucie par des années de lutte dans les tribunaux. Elle avait d'abord regardé Ruby avec une certaine prudence. « Tu sais que tu n'as rien à prouver à personne ici, hein ?» lui avait-elle dit. « Tu n'as pas besoin de te rendre utile pour exister. » Ruby avait simplement répondu « Je ne cherche pas à prouver, je cherche à reconstruire, avec elle et avec moi. » Depuis, elle était là chaque jour. Elle servait le thé, elle pliait des dépliants, elle réparait une chaise branlante avec une perceuse empruntée, mais surtout, elle écoutait. Elle se tenait auprès des femmes qui n'osaient pas regarder leur reflet dans une vitre. Elle murmurait des mots aux enfants qui sursautaient au moindre pas. Elle n'avait pas de diplôme, mais elle avait ce que les livres n'enseignent pas. L'expérience, le silence compris, l'attente prolongée, et la force de ne pas avoir été brisée. Chez les Lawson, l'air du soir sentait la cannelle et le sel. Cora avait recommencé à cuisiner lentement, de petites quantités, quand ses mains le lui permettaient. Ruby l'aidait à pétrir la pâte, à casser les œufs, à remuer sans s'arrêter. June racontait des histoires autour de la table, inventait des personnages, des bêtes, des mondes imaginaires. Marley, elle, avait commencé un nouveau journal. Celui-ci avait des pages plus solides, cousues avec du fil qu'elles avaient trouvé dans un vieux tiroir. Elle y dessinait chaque moment. La première fois où Ruby avait ri, le jour où Rusty avait aboyé en rêve, le carré brodé désormais encadré. Et au bas de chaque page, elle notait une phrase. Si on l'écrit, alors ça ne disparaîtra pas. Un soir, alors que le feu crépitait doucement, Marley murmura « Tu crois que si on raconte tout, ça nous libérera ?» Ruby la prit dans ses bras doucement. « Même si on ne le raconte pas, ça restera. Mais si on choisit comment le dire, alors peut-être qu'on reprend la main. » Le premier jour vraiment doux du mois de mars arriva sans crier gare, comme un soupir dans le froid tenace. La neige s'était enfin retirée, laissant derrière elle une terre encore rigide, mais prête à respirer de nouveau. Les bois alentour dégageaient une odeur de bois mouillé, de mousse et d'aiguilles détrempées. Le vent était moins cruel. Les arbres nus restaient droits, comme s'ils attendaient eux aussi quelque chose. Ce matin-là, Ruby enfila son vieux blouson en dénime, emprunté à Carter, et noua autour de sa taille une corde de jute. Dans ses bras, elle portait un petit pommier, une pousse fragile aux racines entourée de toiles de jute. Marley l'accompagnait tenant dans ses doigts une bande de tissu rouge, un morceau découpé dans une vieille robe de leur mère. June portait une pelle, celle qu'elles utilisaient pour retourner la terre dans les bacs à tomates de l'été passé. Les 3 sœurs marchaient lentement vers la voie ferrée. Vers ce lieu précis, là où tout avait commencé, là où Rusty avait aboyé, là où Carter avait été trouvé, ligoté, là où le vent, ce jour-là, portait l'odeur du métal et celle, plus ténue, de la peur. Aujourd'hui,
Il n'y avait plus ni urgence ni grondement de train. Juste le calme. Un calme fait de silence léger, de souvenirs suspendus et de cicatrices en train de se refermer. Ruby s'agenouilla, caressa doucement la terre du revers de la main. « C'est ici, dit-elle, je le sens. » June planta la pelle et commença à creuser. La terre résistait, encore dure par endroits, mais pas impossible. Elle était comme elle, fermée longtemps, mais pas irrécupérable. Elles creusèrent en silence, chacune concentrée sur le geste. Lorsque le trou fut assez profond, Ruby y déposa délicatement le petit arbre. Marley déroula lentement le ruban de soie rouge. Elle en fit une boucle et l'attacha autour du tronc. Un nœud simple, solide. June releva la tête, les joues sales, les mains griffées. « Tu crois qu'il va survivre ?» Ruby, toujours accroupie, leva les yeux vers le ciel laiteux. « Je crois, oui. Cet endroit m'a enterré autrefois, mais aujourd'hui, c'est ici que je recommence. » Marley posa sa tête contre l'épaule de sa sœur. Rusty s'assit juste à côté du tronc, comme s'il montait la garde. Le ruban rouge flottait légèrement, effleuré par la brise. Elles restèrent là un long moment sans rien dire, regardant la lumière filtrer à travers les branches nues. Ce n'était pas une fin, ce n'était pas non plus un commencement simple. C'était un entre-deux, un battement de cœur dans lequel tout tenait, le passé, le présent, l'espoir. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Carter Blake rassemblait les dernières pièces d'un dossier destiné au procureur général. Dans ce classeur, la carte retrouvée, les carnets de Caleb, la liste des jeunes filles disparues, les témoignages, tout ce qu'il avait accumulé, tout ce qu'il avait tenté de révéler autrefois. Cette fois, rien ne serait enterré, rien ne serait classé sans suite. L'agent Amanda Whittaker, elle aussi, restait dans Virginie-Est plus longtemps que prévu. Elle supervisait les fouilles autour des anciens sites miniers de la Redstone. Le réseau découvert n'était pas isolé. D'autres marques similaires avaient été repérées, d'autres tunnels, d'autres traces. Elle savait que l'ombre était plus vaste que ce qu'ils avaient cru. Mais désormais, il y avait de la lumière. Le centre communautaire continua d'accueillir de nouvelles familles. Des femmes, autrefois invisibles, commencèrent à venir avec leurs enfants, leur silence, leur douleur qu'elles osaient à peine nommer. Ruby était là, toujours. Elle écoutait, elle servait du thé. Elle tricotait même parfois avec une vieille résidente qui ne parlait plus depuis des années, mais qui, à sa présence, hochait doucement la tête. Chaque petit geste devenait une couture supplémentaire dans la toile fragile qu'elles reconstruisaient ensemble. Chez les Lawson, le quotidien avait changé sans perdre sa simplicité. Cora allait mieux. Elle avait même repris son ancien métier de couturière à petite échelle, brodant des nappes pour un petit café de la ville voisine. Marley lisait de plus en plus. June écrivait dans un carnet qu'elle cachait sous son oreiller, mais dont elle laissait parfois une page dépassée exprès, juste pour qu'on la lise sans demander. Et Rusty vieillissait, il dormait un peu plus, il marchait un peu moins vite, mais son regard restait le même, présent, clair, prêt. Un soir, Ruby s'assit seule sur le seuil de la maison. La nuit tombait, les étoiles commençaient à percer, froides mais nettes. Rusty vint s'asseoir à côté d'elle, elle posa une main sur sa tête, il soupira doucement. « J'ai mis du temps à revenir, murmura-t-elle. Mais t'as jamais cessé de m'attendre, hein ?» Le chien ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Ruby leva les yeux vers le ciel. Elle pensa aux filles qu'elle n'avait pas pu sauver, aux nuits où elle avait pensé ne jamais revoir le jour, aux mains tendues qu'elle avait espéré voir franchir une porte. Puis elle ferma les yeux. Et elle se dit que parfois, les miracles n'étaient pas des éclats de tonnerre ou des éclairs divins. Parfois, c'était juste un chien qui refuse de tourner les talons, un pommier planté dans une terre battue, ou le courage obstiné d'une sœur qui ne vous oublie pas. Les médias s'étaient emparés de l'affaire comme on saisit une histoire trop longtemps ignorée, trop chargée pour être ignorée plus longtemps. Les grands journaux titraient « L'ombre sous Pine Hollow », le chien qui a retrouvé 3 enfants perdus, réseau souterrain, comment une ville a failli oublier ses disparus. Des visages familiers, Ruby, Marley, June, Carter, Amanda, apparaissaient sur les écrans dans des entretiens sobres, toujours cadrés serrés, jamais racoleurs. Mais Ruby refusa toute invitation sur les grands plateaux. Elle accepta une seule interview, un enregistrement audio diffusé sur une radio locale tard le soir. Elle parla simplement d'une voix posée, avec de longues pauses entre ses phrases. « Ce n'est pas une histoire de monstre, dit-elle, c'est une histoire de silence. Du silence qu'on nous impose et de celui qu'on choisit pour survivre. » Le présentateur, un homme d'âge mûr nommé Walter Green, n'interrompit jamais. À la fin, il ne posa qu'une seule question. « Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui n'ont pas encore pu revenir à la surface ?»
Ruby prit une longue inspiration puis répondit que l'air est encore là, qu'il est froid, oui, parfois dur, mais qu'il vaut mieux l'affronter que de rester enseveli, et qu'il y a toujours quelqu'un quelque part prêt à écouter. L'impact fut immédiat. Des lettres affluèrent au centre communautaire. Des appels, des messages, des témoignages, beaucoup anonymes, certains hésitants, fragmentés, à peine compréhensibles, mais tous porteurs d'une vérité longtemps enterrée. Des communautés voisines commencèrent à ouvrir elles aussi leurs anciens dossiers, à creuser dans leurs archives, leurs souvenirs, leurs silences. À Pine Hollow, le vieux théâtre municipal qui avait été à l'abandon depuis des années fut restauré par un groupe de bénévoles, pas pour des spectacles, pour des forums, des cercles de parole, des lectures publiques de témoignages écrits par des survivantes. Ruby fut invitée à y lire un texte, mais elle demanda à Marley de le faire à sa place. La fillette se leva sur scène, tremblante au début, puis plus assurée à mesure que les mots sortaient. Elle était là, elle attendait, pas un cri, pas un bruit, juste son souffle. Et puis un jour, une lumière. Elle croyait qu'elle rêvait. Mais c'était Rusty. Il avait trouvé le chemin. Il avait traversé l'oubli. La salle se leva. Pas en applaudissant, mais en se taisant, en honorant, en reconnaissant. Dans les mois qui suivirent, le centre communautaire s'élargit. Un bâtiment adjacent fut acheté grâce à des dons privés. Amanda fit pression à Washington pour qu'un fonds fédéral soit alloué à la reconstruction post-traumatique des victimes de trafic domestique. Ce fonds porta un nom inhabituel, Rusty Spath. Et à la surprise générale, il fut adopté à l'unanimité au Sénat de l'État de Virginie. Le gouverneur en parla dans un discours officiel. « Nous avons été aveugles, et il a fallu un chien, un agent isolé, une famille brisée mais tenace, pour nous ouvrir les yeux. Il est temps que la lumière entre partout, même dans les coins qu'on croyait condamnés. » Carter Blake reçut une lettre du département de la justice. Elle proposait sa réintégration au sein d'un groupe spécial. Il lut la lettre. Longtemps. Il la plia. Il ne répondit pas tout de suite. Ce soir-là, il se rendit à la maison des Lawson apportant une boîte en bois qu'il posa sur la table. « C'était à mon grand-père, dit-il. Il l'avait construite pendant la guerre. Elle a traversé des choses que peu de gens peuvent te comprendre. Et je crois que vous saurez quoi en faire. » Cora l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des cartes, des carnets, des lettres manuscrites, des clés rouillées, des morceaux d'ancienne vie. Marley, fascinée, toucha une page où était écrit en majuscules tremblantes « Ne t'éteins pas ». Ruby regarda Carter, ému. « Tu veux vraiment nous laisser ça ?»« Ce n'est pas à moi, répondit-il. Ce sont des outils, et vous avez commencé à reconstruire quelque chose. Il vous faudra des fondations. » Les semaines s'écoulèrent. Le printemps s'installa. Le pommier planté près des rails fit apparaître ses premières feuilles. Des petites, vert tendre, fragiles. Mais là, June commença à poser des questions sur la vie d'avant, sur Ruby enfant, sur les jeux qu'elle faisait. Ruby raconta comment elle leur avait appris à grimper à un arbre sans se faire gronder, comment elle avait caché des pierres précieuses dans le jardin, en réalité des billes plates trouvées au marché, comment elle imitait le cri du renard pour les faire rire. Marley un jour demanda « Tu regrettes de ne pas être resté ?» Ruby répondit sans détour « J'ai été emportée, je n'ai pas choisi, mais ce que je choisis maintenant, c'est d'être là, et de ne plus partir. » Un soir, en rentrant du centre, Ruby trouva Rusty couché dans le salon, les yeux mi-clos. Il avait refusé de manger ce jour-là. Et même les biscuits de Marley ne l'avaient pas fait remuer la queue. Ruby s'agenouilla, le front contre sa patte. « C'est bon, tu sais, tu peux te reposer. » Le chien leva doucement la tête, comme pour la contredire. Puis, il la posa contre elle. Ils restèrent ainsi longtemps. Puis Ruby chuchota, les yeux fermés. « T'as été mon phare, mon ancre, ma délivrance. » Rusty remua doucement une oreille, comme s'il approuvait. Les jours passaient désormais dans un rythme que l'on pouvait presque qualifier de paisible. Pas un bonheur éclatant, non, mais une sérénité cousue à la main, lente, faite de gestes simples. Les Lawson apprenaient à vivre autrement, à ne plus attendre un retour, ni craindre un départ, mais à cultiver ce qui était là, à soigner le présent. Rusty, lui, devenait lent. Il avait du mal à monter les escaliers, préférant dormir près de la cheminée ou dans le jardin, à l'ombre des bacs à fleurs que June avait recommencé à arroser. Sa truffe avait perdu un peu de sa brillance, ses mouvements étaient plus mesurés. Mais chaque fois que Ruby entrait dans la pièce, il levait la tête toujours, comme pour dire « Je suis encore là ». Un matin, Marley s'approcha de Ruby avec un carnet dans les mains, celui qu'elle gardait caché sous son lit. « Tu veux que je te lise quelque chose ?» Ruby s'assit sur le banc en bois devant la maison. Rusty vint s'allonger à leurs pieds. « J'écoute. »
Marley ouvrit le carnet à une page marquée d'un petit trèfle séché. Le chien ne parlait pas. Mais il savait. Il savait quand elle tremblait, quand elle mentait, quand elle souriait sans vraiment le penser. Il savait où creuser, il savait où s'asseoir pour qu'elle se sente vue. Il savait, et c'était suffisant. Elle referma le carnet et attendit. Ruby resta silencieuse un moment, les yeux perdus dans la lumière du matin. « C'est de toi ?» Marley haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être de moi, peut-être de nous. » Ruby la tira contre elle, Rusty remua légèrement. Ce jour-là, Marley commença à taper ses textes à l'ordinateur que Carter leur avait laissé. C'était un modèle ancien, mais fiable. Elle créa un document intitulé « Rusty, celui qui savait ». Elle ne voulait pas faire un livre, pas tout de suite, juste une mémoire, quelque chose qui ne s'efface pas. Elle demanda à Ruby de lui raconter chaque détail. Le bruit des chaînes dans l'obscurité, la première nuit après son retour, l'odeur des rails, la lumière dans la grange, la voix de Caleb, les tremblements de June, les silences de Cora. Et Rusty, toujours Rusty. Dans un coin du centre communautaire, un mur avait été réservé aux témoignages. On l'appelait le mur vivant. Pas un mémorial, non. Un espace de parole, des photos, des phrases, des objets, une barrette cassée, une montre arrêtée, un bout de couverture, une lettre sans destinataire. Ruby y ajouta un collier, celui de Rusty, devenu trop large. Elle écrivit juste en dessous « Il a vu ce que personne ne voulait regarder ». Et il est resté. Amanda Whittaker, après des mois passés dans la région, reçut enfin l'ordre officiel de retourner à DC. Le réseau autour de Pine Hollow avait été démantelé. D'autres agents prendraient le relais pour suivre les ramifications plus lointaines. Mais Amanda sentait qu'une partie d'elle ne repartirait jamais. Avant de partir, elle passa chez les Lawson. Cora l'invita à s'asseoir dans la véranda. Ruby apporta du café, Marley lui tendit un petit dessin, une carte de l'État avec un chien au centre et des lignes qui en partaient comme des veines. « C'est pour que vous vous souveniez d'où ça a commencé. » Amanda sourit. « Je ne l'oublierai pas. » Puis elle se pencha vers Ruby. « Vous savez, je croyais venir ici pour résoudre une affaire, je repars avec une leçon que l'Académie ne m'a jamais enseignée. Parfois, ce sont les blessés qui vous sauvent. » Ruby ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, parce qu'elle savait. Au fil des saisons, les choses changèrent encore. Le vieux shérif Holt, celui que tout le monde croyait trop vieux pour faire quoi que ce soit, accepta de reprendre le poste temporairement, le temps qu'une nouvelle équipe soit formée. Il ne portait plus d'armes. Mais il marchait chaque matin jusqu'au bureau, faisait le tour de la ville à pied, saluait chaque habitant et prenait des notes dans un carnet noir. « Le pouvoir, c'est pas ce qu'on tient, disait-il, c'est ce qu'on rend. » June, elle, se lança dans le théâtre, une pièce écrite pour les enfants du centre, sans monstres, juste des voyages, des animaux qui parlent, des portes qui s'ouvrent sur des jardins secrets. Ruby joua le rôle d'un arbre, silencieux mais protecteur. Marley écrivit les dialogues. Rusty, chaque soir, s'endormait près de la scène, la tête posée sur ses pattes, comme s'il écoutait malgré ses yeux clos. Puis vint ce jour d'automne, presque un an après leur retour. Ruby sentit, au réveil, que quelque chose avait changé. Rusty ne vint pas la saluer comme d'habitude. Il était là, couché sur le tapis, paisible. Son souffle était léger, presque imperceptible. Marley entra en silence. June aussi, elles s'assirent autour de lui, sans un mot. Le chien ouvrit un œil, puis l'autre. Il les regarda, lentement, longuement, comme s'il voulait les compter, une dernière fois. Puis il reposa la tête. Ruby lui murmura « Tu peux y aller, on est là, on tiendra bon. » Rusty rendit un dernier souffle. Doux, léger, sans plainte, le silence fut immense. Mais il n'était pas vide. Il était plein de ce qu'il avait laissé derrière lui. Un amour sans condition. Le lendemain, le vent soufflait plus fort que d'habitude. Pas violent, mais dense, comme s'il avait quelque chose à dire. Dans la maison, un silence inhabituel flottait. Pas un silence pesant, plutôt une suspension. Le genre de calme que la nature impose quand elle sait qu'il ne faut pas parler. Ruby avait préparé une boîte en bois. Elle y plaça le collier de Rusty, un vieux chiffon qu'il traînait toujours dans le jardin, et une photo, une image prise par Marley un jour de printemps, où Rusty regardait au loin comme s'il devinait ce qui allait arriver. June y glissa un os en plastique, usé, qu'il gardait sous son lit. Marley, elle, ajouta un mot, écrit au crayon « Tu n'as jamais parlé, mais tu m'as tout appris ». Elles l'enterrèrent près du pommier, là où la lumière du matin tombait en biais. Ruby mit une pierre plate au-dessus de la boîte. Elle y grava, au couteau, Rusty, gardien, guide, famille. Puis elles restèrent là. Le vent remuait doucement les feuilles du jeune arbre qui avait déjà grandi.
Il semblait plus fort, plus enraciné. Cora les rejoignit un peu plus tard. Elle tenait dans les mains une écharpe tissée à la main. Elle la noua autour du tronc. « Il l'a fait pour toi », murmura-t-elle à Ruby. « Pour toutes vous trois. Il vous a ramené à la lumière. Et maintenant, c'est à vous de continuer. » À l'école, Marley écrivit un texte en classe que la professeure lut à haute voix sans révéler l'auteur. Le texte racontait l'histoire d'un chien qui n'avait pas besoin de parler pour qu'on le comprenne. Un chien qui, chaque nuit, se glissait dans les rêves d'une petite fille pour lui montrer le chemin du retour. Quand la professeure finit de lire, il y eut un long silence. Puis un élève dit simplement « Moi, je veux le connaître, ce chien ». Ruby, de son côté, fut invitée à intervenir dans un programme pour jeunes femmes en difficulté. Elle hésita longtemps, puis accepta. Elle parla sans texte, juste avec ses mains posées sur ses genoux, sa voix calme. Elle parla de ce qu'on ressent quand tout s'effondre, du moment précis où on ne sait plus si on vaut encore quelque chose, et de ce chien qui avait refusé de la laisser croire qu'elle n'en valait rien. Il n'était pas là pour me sauver, dit-elle. Il était là pour me rappeler que je pouvais me sauver moi-même. Parmi les jeunes femmes, plusieurs pleurèrent, d'autres restèrent de figées, le regard vide. Mais à la fin, une d'elles s'approcha et glissa à Ruby un petit bout de papier. Il y avait écrit « Merci de m'avoir laissé voir que j'existe ». Dans la ville, les choses changèrent, pas brutalement, mais sûrement. Le centre communautaire devint un point de repère. On y organisait des ateliers de mémoire, de cuisine, de couture. Des adolescents commencèrent à y venir aussi. Pas pour parler, pas au début, mais pour aider, observer, parfois simplement pour rester dans un endroit où l'on respirait autrement. Carter Blake reprit contact avec Amanda. Elle était revenue à Washington, mais leur lien n'avait pas faibli. Ils parlaient régulièrement, comparaient les dossiers, échangeaient des pistes. Et parfois, ils parlaient juste de ce silence particulier qui reste après certaines batailles. « Il est dur à habiter ce silence-là », disait Amanda. « Mais il est précieux, parce qu'il signifie qu'on a franchi quelque chose. » Carter se remit à écrire. Pas pour publier, pas encore, mais pour transmettre. Il rédigeait les étapes de l'enquête, les erreurs commises, les indices manqués, les instincts qu'il aurait dû suivre. Il adressait ses textes à quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, l'agent qui un jour reprendrait le flambeau. Marley continua son recueil. Elle y ajouta des dessins, des cartes, des fragments de paroles. Un jour, elle demanda à Ruby « Est-ce qu'un jour ça s'arrête ? Le manque, je veux dire ?» Ruby réfléchit longuement avant de répondre. « Non, mais il change, il devient quelque chose qui t'accompagne. Il ne te tire plus vers le bas. Il marche à côté de toi, comme Rusty l'a fait. Les saisons passaient. Le pommier grandissait. Un matin, il donna sa première fleur, blanche, fragile, mais entière. Marley la vit en premier. Elle se précipita dans la maison, hurlant « Il a fleuri! Rusty a fleuri !» Elles sortirent toutes en courant. Même Cora. Ruby s'agenouilla. Elle toucha la fleur comme on touche un miracle. Une larme coula. Pas une larme de douleur, une larme de reconnaissance. Ce jour-là, Ruby écrivit quelque chose dans le carnet de Marley. Une phrase sans signature. Les chiens ne vivent pas assez longtemps, mais parfois ils vivent juste assez pour nous réparer. Le printemps s'était installé pour de bon à Pine Hollow. Les jours rallongeaient, le matin la lumière s'infiltrait doucement par les rideaux et l'odeur de café fraîchement préparé se mêlait à celle des fleurs sauvages que June ramenait du bord de la rivière. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, pas une absence, une présence diffuse, comme si Rusty avait laissé derrière lui un fil invisible que chacune d'elles avait attrapé, sans le savoir. Dans la cuisine, Marley avait épinglé au mur un petit tableau sur lequel elle écrivait chaque jour une phrase, un souvenir ou une pensée. Le tableau s'appelait « Ce que Rusty dirait ». C'était devenu une sorte de rituel. Un matin, elle inscrivit « Ne recule pas, tu as déjà traversé l'ombre ». Ruby sourit en le lisant. Elle embrassa le front de Marley avant de sortir sur le porche. Elle s'assit dans le vieux fauteuil à bascule. Le soleil réchauffait le bois, elle leva les yeux vers le pommier. Il portait maintenant 5 fleurs. Bientôt peut-être des fruits, la ville aussi avait changé. Un café avait ouvert juste en face du centre communautaire. On y vendait des boissons aux noms improbables comme le courage glacé ou l'espérance vanille. Le gérant, un ancien soldat devenu pâtissier, offrait des cookies gratuits à toute personne déposant un témoignage sur le mur vivant. Une nouvelle fresque avait été peinte sur le mur du théâtre. On y voyait un chien, couché, les yeux ouverts, entouré d'enfants au visage doux. En dessous, une phrase « Ce qu'un chien voit, il le garde pour toujours ». June continuait d'écrire des pièces. La suivante s'appelait « La lumière sous les feuilles ».
une histoire dans laquelle les arbres parlent entre eux pendant que les humains dorment. Marley illustrait les scènes, Ruby les lisait à voix haute dans la véranda et Cora corrigeait les dialogues. C'était devenu un projet de famille. Un jour, Amanda revint, pas en uniforme, en civil. Elle avait pris un congé pour raisons personnelles, mais tout le monde savait qu'elle voulait simplement revenir là où certaines blessures s'étaient refermées. Elle assista à la première de la pièce. Elle resta debout, au fond, les bras croisés, l'air absorbé. Quand les lumières se rallumèrent, elle avait les yeux humides. « Vous avez transformé un cri en chanson », murmura-t-elle à Ruby. Elles s'assirent sur les marches après la représentation. Le soir était doux. Amanda sortit une enveloppe de sa poche. Elle la tendit à Ruby. Ce sont les résultats d'une étude sur les impacts neurologiques des chiens de sauvetage sur les enfants victimes de traumatisme. Ils veulent créer un programme pilote et ils veulent que ce soit ici, à Pin Hollow, avec vous. Ruby resta muette un moment. « Je ne suis pas thérapeute, Amanda. »« Non, mais tu es vivante et tu as traversé. Tu n'as pas besoin de diplôme pour montrer la sortie d'un labyrinthe que tu connais par cœur. » Ruby ouvrit l'enveloppe. Dedans, un dossier, quelques chiffres et une note manuscrite. Le projet s'appellera « Sentinelle du matin ». Elle ferma les yeux. C'était juste, c'était ça. Rusty avait été leur sentinelle, leur veilleur silencieux. Le programme démarra doucement. Une fois par semaine, des familles venaient avec leurs enfants. Certains avaient été victimes, d'autres vivaient avec des parents brisés. Quelques-uns, simplement en décalage avec le monde. On leur lisait des histoires. On leur proposait de peindre, de jardiner, de marcher en silence dans le bois derrière le centre, et toujours une présence canine. Rusty n'était plus là, mais une jeune chienne recueillie par Carter quelques mois plus tôt avait pris sa place sans la remplacer. Elle s'appelait Clover, un berger blanc, timide, mais d'une douceur troublante. Elle avait elle-même été sauvée d'une situation difficile. Et pourtant, elle semblait sentir exactement quand s'approcher, quand rester à distance. Comme si Rusty lui avait soufflé le mode d'emploi dans un rêve. Marley se lia à Clover. Elle lui apprit à s'asseoir près des enfants sans les toucher, à ne pas bouger quand quelqu'un pleurait, à rester là, présente, stable. « Elle est comme un phare », dit Marley un jour, mais un phare avec des pattes. Le projet attira l'attention d'un journaliste indépendant. Il passa quelques jours à observer, à noter, à poser des questions sans jamais brusquer personne. Son article, publié dans un magazine humanitaire, s'intitulait « Rusty est mort, mais il veille encore ». On y lisait « Ce n'est pas un chien qui a sauvé une famille. C'est une famille qui a appris à écouter ce qu'un chien murmurait depuis toujours ». Ruby en resta longtemps sans voix, et puis elle reprit son carnet. Et à côté d'une vieille photo, elle écrivit « Les chiens ne nous parlent pas pour être entendus. Ils nous regardent pour que nous nous souvenions ». L'automne revint à Pin Hollow avec ses couleurs brûlées, ses odeurs de terre humide, et ce frisson particulier dans l'air, mélange de fin de cycle et de recommencement. La ville était méconnaissable, pas en apparence, mais dans l'énergie qui y circulait. On ne murmurait plus les douleurs, on les nommait, on les tissait dans les récits, dans les ateliers, dans les bancs publics marqués de plaques discrètes à la mémoire de ceux et celles qu'on n'avait pas su voir. Le pommier de Rusty donnait ses premiers fruits, de petites pommes rouges, encore un peu acides, mais pleines de vie. Marley en ramassa une, la coupa en deux et la regarda comme si elle détenait un secret ancien. Elle en offrit une moitié à Ruby. « C'est comme manger un souvenir, dit-elle. » Ruby sourit. Elle croqua dans sa part. Alors celui-là a le goût de la résilience. Le centre communautaire accueillait désormais des groupes venus d'autres régions. Des éducateurs, des psychologues, des vétérans. Tous voulaient comprendre ce qui avait fonctionné ici. Ruby leur répondait toujours la même chose. Il n'y a pas de recette, juste une écoute radicale, une présence entière. Et parfois, un chien au bon endroit. Clover, la jeune chienne recueillie, s'était imposée sans jamais chercher à remplacer Rusty. Elle avait son propre rythme, ses propres fragilités. Mais elle devenait à son tour un repère. Un enfant, lors d'un atelier, lui attacha un ruban bleu autour du cou. « C'est parce qu'elle est courageuse, dit-il. » Carter Blake, lui, s'était retiré définitivement de ses fonctions officielles. Mais il n'était jamais loin. Il passait chaque semaine, buvait un café avec Cora, donnait un coup de main pour réparer les clôtures ou retaper les bancs. Un jour, Marley lui posa une question qui le prit de court. « Est-ce que vous croyez que Rusty savait qu'il allait mourir ?» Carter fixa l'horizon puis répondit « Je pense qu'il l'a senti, mais je pense surtout qu'il a choisi de tenir jusqu'à ce que tout soit à sa place. Ensuite seulement, il est parti. » Marley hocha la tête. Elle écrivit cette phrase dans son carnet, comme pour la fixer à jamais. La pièce suivante de June fut jouée devant toute la ville. Elle s'appelait
l'arbre et le feu, et racontait l'histoire d'un enfant qui entend une voix sortir d'un arbre pendant qu'un feu menace la forêt. L'arbre, sans jamais bouger, apprend à l'enfant à rester calme, à écouter, à sentir les chemins cachés sous la terre. À la fin, l'enfant sauve d'autres enfants, et l'arbre brûlé reste debout. Quand le rideau tomba, Ruby se leva lentement. Elle regarda la scène comme si elle y voyait Rusty. Et peut-être était-ce le cas. Une nouvelle plaque fut ajoutée au mur vivant. C'était une empreinte de pattes moulée dans l'argile, entourée de bribes de témoignages d'enfants. En dessous, on lisait « Il n'a jamais dit un mot, et pourtant, il nous a ramenés à la maison ». Amanda revint pour l'inauguration. Cette fois, elle n'était plus agent fédéral. Elle avait demandé une mutation permanente dans l'État pour pouvoir œuvrer dans des structures proches de Pine Hollow. Elle annonça que le programme Sentinelle du matin serait déployé dans 3 autres comtés. « Ce n'est plus un projet », déclara-t-elle, « c'est une réalité, et elle a commencé ici. » Ruby prit la parole à son tour pour la première fois en public, la voix ferme, pas tremblante. « Je ne suis pas une héroïne, et aucune d'entre nous ne l'est. Nous avons survécu, ce qui est déjà un miracle, mais nous avons surtout été vus, entendus et guidés par un être qu'on aurait pu ignorer, qu'on a souvent ignoré, un chien, mais pas n'importe lequel. Rusty a été notre mémoire, notre boussole, notre souffle dans l'obscurité. Des larmes coulaient, pas tristes, pleines, authentiques. Ce soir-là, en rentrant, Marley alluma une petite lanterne qu'elle avait accrochée à une branche du pommier. « C'est pour qu'il sache qu'on pense encore à lui, » dit-elle. Ruby la rejoignit. Elle regarda la lumière vaciller dans la nuit, puis murmura « Il sait, il a toujours su. » Et dans l'obscurité du jardin, sous les étoiles timides, le silence était celui d'un monde enfin à sa juste place. Le matin du 2e anniversaire de leur retour, Marley se leva avant tout le monde. Elle mit des bottes, une veste trop grande pour elle, prit un carnet et sortit discrètement. Le soleil pointait à peine au-dessus des collines. L'air était frais, vif, presque piquant. Elle longea la vieille clôture, descendit le sentier, passa le ruisseau, celui-là même qu'elle avait dû franchir avec Ruby et Rusty dans l'ombre et la peur, mais cette fois, l'eau était claire, paisible. Elle s'arrêta à l'endroit exact où Rusty les avait forcés à tourner, là où il avait changé leur trajectoire, sauvé leur vie. Elle s'agenouilla, sortit un crayon et écrivit « Nous étions perdus. Tu l'as vu avant nous, tu as mordu le vent, flairé la vérité, écouté le sol, et tu nous as dit « Non, pas par là, par ici ». Alors on t'a suivi, on a eu peur, on a douté, mais on t'a suivi. Et aujourd'hui, je me tiens là où tu as choisi de nous détourner. Et je comprends enfin pourquoi. Elle ne signa pas. Elle plia simplement la page, la glissa sous une pierre plate et laissa le vent faire le reste. À la maison, Ruby préparait le petit déjeuner. Des pancakes, comme Rusty aimait les voler quand il croyait qu'on ne regardait pas. June, en silence, mit la table. Cora versa le café. Personne ne parlait de ce jour. Et pourtant, tout en parlait, même les chaises semblaient rangées différemment. Clover, allongée près de la cheminée, remua la queue. Marley rentra sans bruit. Elle posa son carnet sur le buffet, s'approcha du pommier et cueillit 2 pommes. Elle entendit une à Ruby. « Pour lui ?» dit-elle. Ruby sourit. Elle croqua. Et tout à coup, tout ce qui avait été douleur fut devenu mémoire, vivante, respirante et douce. Dans l'après-midi, elles sortirent ensemble, toutes les 4. Elles se rendirent au centre communautaire où un atelier spécial était organisé. « Raconte ton chien ». Des enfants, des adultes, des gens venus d'autres villes, mais tous là pour partager. Certains apportaient des photos, d'autres des jouets mâchonnés, des niches en carton, des laisses déchirées. Chacun racontait. Une fugue évitée, une peur apaisée, un hiver traversé, un départ difficile. Et toujours un chien au milieu, présent. Inoubliable, Marley lut son texte, sans trembler. Et quand elle termina, il n'y eut aucun applaudissement, juste un silence. Mais un silence debout, un silence plein de reconnaissance. Un silence comme on en rencontre peu. Après l'atelier, une vieille femme s'approcha d'elle. Elle tenait un album photo écorné. « Mon chien s'appelait Henry, dit-elle. Il n'a jamais fait de choses héroïques, il n'a pas sauvé de vie, mais il a dormi sur mes pieds chaque nuit où j'avais peur, et rien que pour ça, je le considère comme un miracle. » Ruby hocha la tête, elle savait. Puis un jeune garçon leur tendit une feuille. Un dessin maladroit, on y voyait un chien avec une cape de super-héros, et en haut il avait écrit « Rusty le brave ». Marley prit la feuille. Elle la plia soigneusement comme un trésor et dit au garçon « Tu viens de le faire vivre un peu plus longtemps.
Ce soir-là, dans le jardin, elles installèrent Nafi des lanternes. Une pour chaque souvenir, une pour chaque nuit traversée. Une pour Rusty, une pour ce qu'elles étaient devenues. Clover se coucha entre elles comme si elle comprenait. Ruby leva les yeux vers le ciel. « Tu sais, dit-elle, on ne guérit jamais tout à fait. Et peut-être qu'il ne faut pas. Peut-être qu'on garde les cicatrices comme des cartes, pour ne plus jamais se perdre. » June, sans répondre, prit la main de Marley. Et Cora, pour la première fois depuis longtemps, laissa échapper un éclat de rire. Bref, clair, inattendu. Et il n'y avait plus d'ombre, juste la nuit, et en son cœur, une lumière chaude. L'hiver revint, comme chaque année. Mais cette fois, il n'apportait ni frisson, ni peur. Juste un calme profond. Les arbres se dénudaient sans crainte. La terre se préparait à dormir, et les rues de Pine Hollow, bien que parfois glacées, gardaient cette chaleur étrange qu'on ne peut expliquer qu'en ayant traversé quelque chose d'essentiel. Le centre communautaire, désormais rebaptisé Maison Rusty, recevait plus de monde que jamais. Des thérapeutes, des écrivains, des familles si brisées. Certains venaient simplement pour marcher dans le bois derrière, poser une main sur le pommier ou passer un moment auprès de Clover. Le programme Sentinelle du matin avait été reconnu au niveau national. Des écoles, des hôpitaux, même des prisons demandaient à comprendre ce qu'un chien avait laissé derrière lui. Un soir, une enveloppe arriva. Elle venait d'un centre pour anciens combattants au nord de l'État. Dedans, un dessin. Un homme, seul, assis sur une marche. Un chien couché à ses pieds. Et un mot griffonné au crayon. Je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Il m'a suffi d'entendre votre histoire. Ruby resta longtemps debout, l'enveloppe à la main. Puis elle la transmit à Marley, qui décida de créer un livre. Pas un livre classique. Un recueil vivant, mouvant, évolutif. Chaque personne ayant croisé l'histoire de Rusty pouvait y ajouter une page. On l'appela « Ce que Rusty a fait ». Il fut posé sur une table à l'entrée du centre, ouvert à tous. Et très vite, il se remplit. Des dessins d'enfants, des lettres d'adolescents, des poèmes bancals, des photos de pattes, des empreintes de nez, des confessions d'adultes trop longtemps restés silencieux. Une mosaïque d'âmes réparées. Marley écrivait chaque jour un mot au feutre noir sur la dernière page vide. Un seul mot. Un mot qui disait ce qu'elle avait retenu. Ce jour-là, elle écrivit « Passage ». Puis au printemps, Ruby reçut une invitation. Un colloque à Washington sur les animaux de soutien émotionnel. Elle hésita, longuement, puis accepta. Mais à une condition, elle ne parlerait pas en son nom. Elle lirait le témoignage de Marley. Le jour venu, devant une salle pleine, Ruby se leva. Elle sortit une feuille pliée en 4. Sa voix était calme, posée. « Mon chien ne m'a pas ramené. Il m'a appris que j'avais encore un chemin à suivre. Il ne m'a pas sauvé, il m'a regardé, patiemment, jusqu'à ce que je me sauve moi-même. Il n'était pas un héros, il n'avait pas de cape, il ne parlait pas, et pourtant, il m'a tout dit. Aujourd'hui, je ne pleure plus pour lui, je vis pour lui, je ris pour lui, je tends la main pour lui. Et quand quelqu'un, dans le noir, appelle à l'aide sans pouvoir le dire, j'écoute, parce que c'est ce qu'il faisait. Toujours. Rusty n'est pas mort. Il est devenu le langage silencieux de celles et ceux qui croient être seuls. La salle resta muette. Puis un tonnerre d'applaudissements, sincères, profonds, éclata. Mais Ruby, elle, regardait un point fixe, dans le fond. Un garçon, 15 ans peut-être, immobile, le regard plein. Et elle sut que c'était pour lui qu'elle avait parlé. À son retour, elle trouva Marley, assise sur le perron, Clover à ses pieds. Elle lui tendit la feuille. « Tu as changé une vie aujourd'hui, dit-elle. » Marley répondit sans hésiter, « C'est Rusty qui l'a changé. Moi, j'ai juste prêté ma voix. » Ruby s'assit à côté d'elle, Clover posa sa tête sur leurs genoux. Et là, dans cette lumière d'après-midi tiède, avec la promesse d'un été à venir, Ruby ferma les yeux. Elle vit Rusty courir. Pas dans un souvenir, pas dans un rêve, mais dans un espace qu'on ne quitte jamais vraiment. Là où les gestes restent. Là où l'amour, quand il a été vrai, devient une boussole pour ceux qui restent. Elle sourit. « Tu peux courir maintenant. Tu nous as bien guidés. C'est à notre tour. » Et dans le souffle discret du vent, il lui sembla entendre une réponse. Pas un mot, un battement. Comme un cœur fidèle, toujours là, toujours vivant.